que le cinéma de Francis est séminal ou vaginal? Mais non, son cinéma est expérimental. Je dirais même emmental. Qu'est-ce que le fromage vient faire là-dedans? Il y a quelques années, un célèbre humoriste reprenait la fameuse phrase « Il faut bien mourir de quelque chose ». Aujourd'hui, il faudrait ajouter « Oui, mais quand? Et comment? Et où ?» Je suis le porte-parole de Paul. Ma mère, âgée de plus de 90 ans, souffrait le martyre. Et comme beaucoup de personnes de sa génération, par peur, elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Mais le mal empirait et elle n'eut plus le choix. Elle fut diagnostiquée d'un cancer très avancé du pancréas. Il n'y avait plus rien à faire. Elle me demanda de la ramener chez elle. 2 médecins se relayaient jour après jour pour surveiller l'évolution de la maladie. Après un peu plus d'une semaine, ils arrivèrent tous les deux à la maison et me dirent « Paul, vous aimez beaucoup votre mère? Vous devez alors abréger ses souffrances. » Devant mon étonnement, ils poursuivirent « Nous pouvons vous aider avec votre autorisation. » Dans l'heure qui suivit, une infirmière se présenta à la maison et 1 heure après, ma mère reposait en paix. Récit de Daniel. L'histoire se passe en 2020. Après de longs et multiples tests, ma sœur fut diagnostiquée de la maladie de Charcot avec une espérance de vie maximale de 5 ans. C'était en l'an 2020. Ma sœur avait 56 ans et moi, j'en avais 50. Il fallut mettre en place une importante intendance médicale et domestique. Son avenir s'annonçait incertain. Cette situation ne semblait pas affecter le moral de ma sœur. Elle restait calme, sereine et sans angoisse apparente. Son mari lui assurait jour après jour un soutien dévoué. Ma sœur avait peut-être intégré l'idée que cette dégradation à venir était une fatalité et non une injustice de la nature. Rapidement, une insuffisance respiratoire sévère la contraignit à une dépendance à de fortes doses d'oxygène. Son quotidien était entièrement lié à ces indispensables tuyaux. Un jour, ma sœur nous réunit, la famille et ses proches, et nous annonça qu'elle avait finalement programmé sa mort à une date bien définie. Mes soignants m'ont promis qu'une fois l'oxygène débranché, à ma demande, je pouvais compter sur eux pour m'endormir doucement et sans souffrance. Tout était là, devant nous. Nos douleurs muettes, partagées mais solitaires.
Bonjour, je m'appelle Francis Lapeille. Toi, ma mère, tu t'appelais Mathé, et toi, mon père, Maurice. Il y a plus de 25 ans, vous viviez dans un petit village du midi de la France. Moi, je vivais à Paris. À 93 ans, papa, tu t'es dégradé à une vitesse grand V. Et toi, maman, tu n'as pas pu assurer cette situation. Et, sans grande joie, vous êtes rentré dans une maison de retraite. Papa, tu m'avais confié lors de ton dernier séjour à l'hôpital, alors que tu avais encore toute ta tête, que tu ne désirais plus vivre cette vie. De retour à la maison de retraite, tu es passé très vite de l'autre côté, comme on dit. Tu ne reconnaissais plus tes proches, tu ne parlais plus, tu avais le regard vide, et enfin, tu étais sous perfusion. 2 docteurs te suivaient. Le plus âgé nous disait « Votre père a le cœur solide, on peut le maintenir, on a ce qu'il faut. » Le plus jeune docteur, lui, avait un autre discours. « Si la famille nous donne l'autorisation, on peut le débrancher. » Nous, la famille, nous étions dans un certain désarroi. Papa, finalement, tu as eu des complications avec les sondes bouchées. Tu es parti en urgence à l'hôpital et ça a été la fin. Cette mort, même brutale, nous a sans doute soulagés. Nous n'avons pas posé de questions. Toi, maman, sentant venir la mort de papa, tu m'avais confié, quelque temps avant cela, que tu n'aurais plus rien à faire sur cette terre après sa disparition. Et en effet, tu es morte même pas 3 mois après. Pour ma part, j'ai ressenti pendant longtemps une culpabilité de ne pas avoir fait assez pour mes parents. Je pensais que j'aurais dû faire une pause pour être auprès d'eux. Mais j'ai tiré la couverture pour oublier. Après plus de 20 ans, je suis encore à me poser la question du mystère de fin de vie. J'ai devant moi le miroir de la fin de vie de mes parents et je me pose de plus en plus souvent la question: comment, moi, vais-je aborder ce passage pour entrer dans la mort? L'absence de rite de passage dans notre société individualiste occidentale ne nous aide pas. Vivre en cohabitation, en maison de retraite, en communauté, en EHPAD, comment accepter cette dépendance, cette dégradation du corps, la perte de l'esprit, de la mémoire, la perte de la dignité devant ses proches? On fait tout pour faire durer les vieux et améliorer leur sort. Mais si le lien n'existe plus, la vieillesse solitaire semble être abominable. Je pourrais bien sûr convoquer Platon, Socrate, Aristote, Rousseau, Nietzsche, Simone de Beauvoir, etc., etc. Mais je ne crois pas que tous ces penseurs puissent me donner les clés. Comment cette peur mystérieuse devant ce mur à franchir?
Pour moi, faire une vidéo pourrait m'aider dans ma quête du Graal. Bon vent! Passer dans le monde des morts, il faut des passeurs. Et qui sont ces passeurs qui passent? Bleu, blanc, rouge, la fiancée du poilu. L'histoire se passe en 14-18, durant la Grande Guerre. C'est un pastiche qui dénonce l'horreur et la folie meurtrière. Et boum, c'est la guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la guerre. Le dernier quart d'heure est un délire de flammes, de fumée, de vacarme. Les flammes se pourchassent à toute allure. Les fumées s'écrasent les unes contre les autres. La mort française, assoiffée, renversant tout, cherche du sang allemand. Notre science de la vie se réduit à la mort. Pour ma part, je pense que ces généraux, imposteurs et psychopathes, en s'accaparant le droit de vie et de mort, en cette période de 14-18, furent de grands et dignes passeurs. Le 10 octobre 1918, un mois avant l'armistice, après 50 mois d'enfer, mon fiancé mourut. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Mon très jeune amant, tel un poilu, au chemin des dames, il est mouru. Mon très jeune amant, il a passé son tour. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est ta crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés. Je fais ce personnage pour me créer un univers surréaliste, pour me changer un peu d'une réalité et d'un quotidien légèrement ennuyeux. Donc, je me crée des histoires, je me crée des amours. Et puis, tu vois, tout cette espèce de champ de bataille, ce cimetière, tout ça, ça sort des bois, ça sort du bord de la mer. Quand tu vois tout
Quand tu vois tout ça, là, cette espèce de cimetière, ce tas d'os, c'est sans vie, et puis que tu recrées quelque chose de nouveau avec, et tu donnes la vie à une chose a priori morte. Nous vous invitons à patienter quelques instants. Notre mission, accueillir, accompagner, soigner, pour offrir à chacun une solution adaptée à ses besoins. L'accompagnement de fin de vie des derniers instants, les derniers moments, les derniers jours, c'est compliqué. Il n'y a pas de processus précis sur le sujet. Alors d'abord, nous sommes tous face à notre propre image de notre mort. On pourrait presque imaginer que la mort est une expérience mystique quelque part. C'est qu'il faut se préparer à quelque chose que l'on n'a jamais vécu, dont on ne reviendra pas, et dont personne ne peut parler. Sommes-nous des chercheurs? C'est l'essence même pour moi de l'EHPAD. Nous devons trouver des solutions, trouver des activités, adapter la nourriture, adapter le rythme de la journée. C'est tout ça qu'on cherche aujourd'hui à mettre en place. On a fait un petit protocole. Aujourd'hui, nous sommes en recherche. Ce qu'un EHPAD pouvait être, est-ce que c'est un passeur? Je ne sais pas. L'EHPAD, je pense, va être amené de plus en plus à avoir ce rôle de prise en charge de fin de vie. On essaye aussi d'accompagner les familles parce que les derniers moments de vie, ça veut dire qu'il faut appeler les familles, le leur dire avec toute l'humanité possible, recueillir leurs souffrances. Ça nous permet progressivement nous-mêmes de lever les paradigmes que l'on a sur le sujet. Arriver à parler de la mort, il y a des formations, il y a des choses que l'on suit ou que l'on prépare actuellement. Pouvoir recevoir la douleur, accepter qu'il y ait des membres de nos équipes qui s'effondrent, puisqu'il y a un affect qui s'installe. Ça n'est pas professionnel, mais c'est humain. Les équipes sont limitées, elles sont nombreuses, mais limitées. On ne peut pas être 24 heures sur 24 avec chaque résident. Mais l'humanité, elle, doit pouvoir permettre de détecter et de prendre en charge le mieux possible ces résidents. Quand je dis prendre en charge, c'est compliqué parce que je suis en train de vous parler d'émotions et d'affect. On voit qu'on est sur des sujets qui sont éminemment sociétaux. Aujourd'hui, on comprend parfaitement que les familles ne soient plus techniquement et pour différentes raisons capables de prendre en charge. Beaucoup des enfants travaillent encore, entre autres. Donc le rôle de l'EHPAD, malheureusement, il faut certainement le réécrire. Faisons-le ensemble. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. La voie ferrée, quel lieu mythique. Donc, que de fêtes as-tu organisé dans ce lieu? L'art et le baptême de l'eau, entre autres. Donc, je suis venu te voir cet été. Tu étais mal en point. 2 cancers au poumon. Et peut-être un cancer généralisé. Tu m'avais dit, j'ai pris mes dispositions,
je ne veux plus aller à l'hôpital. Mais tu es quand même rentré à l'hôpital. 4 mois de souffrance, avec une opération en plus d'une tumeur au cerveau. Et voilà, tu nous as quittés. L'une de tes filles, Sarah, lors de la cérémonie d'adieu, m'a confié que tu étais un rêveur et que tu lui disais que tu allais t'en sortir. Était-ce pour rassurer tes proches? Je déclare officiellement la fin de la voie ferrée. Che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. Sarò mani. Je n'ai pas fini de t'attendre sur le seuil de nos serments. Mais je vois venir ce moment où je pourrais bien me dépendre. À trop tarder, le temps s'épuise. Tu le sais, l'amour, ça me nuise. Qui suis-je? Un clown? Un clown? Un clown. Miroir, mon gentil miroir, dis-moi que je suis le plus beau. Dis-moi qu'est-ce que c'est la vie? Le préliminaire de l'entrée dans une EHPAD, l'examen, le contrôle du dossier médical pour s'assurer que nous soyons à même de recevoir dans les meilleures conditions les résidents. S'assurer de cela, parce que l'on va pouvoir entourer la personne des soins dont elle peut avoir besoin, auxquels elle peut prétendre. Les résidents ont des parcours de vie, ont des états plus ou moins avancés en termes de troubles. C'est là que l'ensemble de la structure se doit d'être extrêmement flexible sur le sujet, pouvoir trouver des solutions pour chaque cas, après avoir accepté le dossier. Dans les faits, il y a peu de résidents qui rentrent volontairement. C'est rare. Pour rentrer volontairement, il faut avoir la conscience de la perte de l'autonomie et avoir finalement un projet de fin de vie déjà établi. Mais très globalement, lorsque le trouble cognitif est installé, la décision n'est pas vraiment du ressort du résident, dans le sens où bien souvent il ne se rend même plus compte d'une partie de perte de ses capacités cognitives. Donc c'est toujours un déchirement, c'est toujours dans ces cas-là particulièrement une décision soit des aidants, donc les aidants c'est un proche, soit du médecin qui peut être amené à prescrire l'entrée pour la sauvegarde de la personne dans les meilleures conditions. Aujourd'hui j'ai fait rôti de dinde, patates douces et céleri. Et du coup on leur fait une présentation, on essaye de leur faire une présentation assez jolie pour leur donner envie de manger. On a un menu unique. Après, s'il y a des résidents qui n'aiment pas des choses, on essaye de leur remplacer. Donc ça, c'est du rôti de dinde qu'on a mixé avec de l'œuf et du lait pour faire un flan de viande. Et ça, c'est une purée de patates douces céleri. On est à 74 le midi, 74 le soir, plus 10 personnels. Et on a 16 mixés. Et pour ce soir, ils ont de la soupe à l'oignon avec un feuilleté de bleu aux endives. C'est gâté. Ah, on essaye.
voilà, le maintien à domicile est un souhait des instances de prise en charge, enfin des instances sociales. C'est variable. Encore une fois, ça va dépendre. Et bien souvent, l'avis médical donne une petite idée sur la situation et le préférable. La question du maintien à domicile le plus longtemps possible est un véritable sujet et il couvre plusieurs dimensions à mon avis. Il y a la dimension du résident qui souhaite rester effectivement pour des questions diverses et variées, rester le plus longtemps possible. Si ce n'est que parfois il serait préférable qu'il y ait un entourage stimulant autour de certains résidents. Et bien souvent, encore une fois, la perte ou la fin de la vie à domicile, elle est décidée par une tierce personne. Donc ça peut être le médecin, comme je l'ai précisé, ça peut être les enfants aussi, qui sont des aidants qui sont épuisés, parce que s'occuper et prendre en charge une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est de l'ordre, ça peut devenir de l'ordre de l'inhumain pour les gens entourants, s'ils sont seuls ou s'ils sont à deux. C'est tout simplement partager le 100% du temps du jour et de la semaine pour ces personnes. Donc voilà. Vous avez fait carnaval? Oh là là, je comprends, oui. Ah, ça, j'ai dit. 83. Vous savez danser? Maintenant, j'ai pas le temps. Vous avez fait carnaval déjà? Si, mais maintenant, pour nous, c'est... Il y a 40 ans. Maintenant, je fais la retraite. Mais le para ou l'aviron, c'est pas pareil. On n'est pas des Luxembourgiens. La fête, le lait, le beau. Parce que mine de rien, ils sont fins, mais il y en a, malgré tout. Ils sont bien? Ils sont fins, mais il y en a, oui, il y en a quand même en quantité, hein, quand même. Bon. Ils sont fins, ça. J'espère, ah oui, ils sont fins. Ça. Mais ça, c'est pas grave. Non. Quand le résident est d'accord, je prends la personne en photo et je l'envoie aux familles. Et c'est un bien fou. Bah, je suis sûre qu'ils prendront le garçon. Mais bien sûr, et c'est un plaisir pour les familles qui sont loin quand même. Voilà, c'est un moment de partager que je partage avec les familles. Oui, bien voilà, c'est un. Comme ça, vous faites connaissance. Et puis j'ai beaucoup de merci en fait, parce que les personnes qui sont loin sont bien contents de voir leur papa, leur maman ou leur mamie. Oh oui. Voilà, bien coiffés et souriants, heureux quoi. Heureux d'être passé là. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à partager. J'aime bien quand même, bien. C'est moderne. Je vais envoyer une photo à votre fils et il va être content. Oh oui, tout à fait. De vous voir sourire et heureuse. C'est ça qui est important pour les personnes qui vous laissent. Ils aiment bien que je sois bien. Mais c'est important. Que je sois coquette un peu. Faut pas se laisser aller, il paraît. Comment? Faut pas se laisser aller. Ah, ça, moi je me laisse pas aller. Hein. Voilà. Non. C'est très important. Oui. Tout à fait.
peut dire à leur timbre altéré si leur rire s'altère de leurs éclats passés. Si les larmes, en irisant leurs yeux, révèlent des chagrins toujours inconsolés. Et si leurs tremblements prédisent l'usure du temps, rythmé par les horloges, le temps, lové dans les fauteuils, les coussins, les tapis, et que rien ne déloge. Ni rêve, ni musique, pourquoi songer, pourquoi jouer, et pourquoi donc lire encore? Au logis, solitude, absence, nulle joie. Plus d'ivresse dans le petit vin doux du dimanche. Mai 68. Une révolution. L'espoir de changer le monde. Les bruits du monde ne me parviennent plus, ou alors étouffés comme au fond de l'eau. Dans ce vide sonore s'incruste l'image de la mort. Une nuit parsemée de milliards de corps célestes. Il y retourne à toute berzingue, redémarrer tout son bastringue. Il nous crie la voix en trompette pour l'amour de l'humanité. Cette nuit je vais tout faire péter. Ah, la merditude atomique, un petit film expérimental. Toujours l'absurdité des humains.
ici, c'est ma chambre. Voilà 5 ans que j'y suis. Pour m'habituer, j'ai tricoté, pour me distraire, pour m'occuper, pour me désennuyer. Parce que de quitter sa maison, ça fait toujours quelque chose. Je l'ai fait tout seul. J'ai fait des Pères Noël, vous voyez, j'ai fait... Là-bas, il y a la Bécassine aussi. Alors, un jour, j'ai dit à mes enfants, je vais aller en maison de retraite. Alors, vous comprenez que mes enfants, ils étaient bien heureux que ça vienne de moi. Que ce ne soit pas eux qui me disent, maman, tu vas aller en maison de retraite. Parce que c'est toujours douloureux. Hein. Et quand j'ai vendu ma maison, eh ben, j'ai pleuré bien des mois. Hein. Mon mari était décédé. Hein. Puis moi, j'étais toute seule. Et vous savez, j'ai pleuré. Parce qu'on avait tellement travaillé avec mon mari. On a travaillé comme des imbéciles, c'est moins de dire. On n'avait jamais été au cinéma, on n'allait pas au théâtre. Au début, j'étais très bien. Je me faisais toute une beauté de cet endroit. Et finalement, j'ai eu du mal à m'habituer, mais maintenant, voilà 5 ans et demi que j'y suis, je suis bien et j'y reste, jusqu'à mes derniers jours. Et c'est pas facile non plus de vivre en communauté. C'est une personne qui est décédée maintenant, elle avait 98 ans, et quand je suis arrivé, je croyais qu'en maison de retraite, on était un peu libre, on était un peu... Et cette personne-là, elle m'a dit, Ginette, t'es en maison de retraite, tant que tu auras ce caractère-là, tu ne seras pas heureuse. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle m'a dit, tu sais pas vivre en communauté. Ben, j'ai dit, je sais vivre. Non, pas en communauté. Et ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a dit, c'est bien la vérité. Qu'il fallait que je me taise, qu'il fallait que j'écoute, qu'il fallait, quelquefois, il fallait l'ouvrir, mais il fallait mieux la fermer. Voilà ce qu'elle me disait. J'aime bien mon monde, j'aime bien... je ne fais pas exprès de me faire voir, vous voyez. Ma mère était l'aînée de 22 enfants. Alors, la pauvre, elle n'allait pas à l'école, bien entendu. Aussitôt qu'il arrivait un enfant, on lui mettait dans la main et il va être occupe-toi de ton petit frère. Il savait ni lire ni écrire. Mon père, lui, c'était un orphelin. Il était tout seul, il était fils unique. Il y avait 3 jours, sa maman était morte. On ne sait pas de quoi, certainement d'une crise cardiaque, on ne sait pas. Mon père était très intelligent, car il savait lire couramment. Il voulait être mécanicien, et il a été mécanicien. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études, et là, je n'ai pas suivi mes études parce qu'il n'y avait pas de moyen de transport. Il n'y avait qu'un car le matin et un car qui revenait le soir. Alors mes parents n'ont pas voulu. Mes parents m'ont donc placé comme bonne. À ce moment-là, on disait bonne à tout faire. Alors après, j'ai travaillé dans une grande ferme et j'ai tout fait comme un homme. Hein. J'avais la paye d'un homme parce que je travaillais comme un homme, sauf m'occuper des bêtes. J'avais peur des animaux. Et ensuite, un car s'est présenté pour ramasser le personnel pour faire des lampes Mazda. Ensuite, je me suis marié très tôt, j'avais 17 ans. Et oui, j'ai eu mon premier fils, parce que j'étais enceinte de 2 mois, bien sûr. Et mes parents ne le savaient pas. On a été heureux comme voisins, mais malheureusement, mon mari était jaloux, pas croyable. Ça, c'est une maladie, vous savez, je crois qu'elle est la pire. Alors, je pouvais pas dire bonjour aux hommes, je couchais avec eux tout de suite, hein. Mais ils voulaient me garder. Puis moi, j'étais peut-être un peu olé, parce que moi, j'étais plutôt le caractère jovial, vous savez. Vous passiez, bonjour chérie, ça y est, puis, vous savez, c'était dit comme ça, mais mon mari ne prenait pas comme ça, lui, hein. Je couchais avec, et puis ceci. Puis un jour, j'en ai eu assez. Il est arrivé de son travail, et j'ai dit, tu vas t'asseoir là, et tu vas m'écouter. Alors, il s'est assis. J'ai dit, écoute, André, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, avec tes 2 enfants.
Pourquoi tu t'en vas? Ma vie n'est pas en fait toujours de jalousie. Tu me fais passer pour une putain, excusez-moi d'excuser. Tu me fais passer pour une putain, puisqu'à chaque fois, je couche avec les hommes, et ça me plaît pas. Il m'a dit, écoute, je vais te dire, tu es ma pierre précieuse. Je ne te quitterai jamais. J'étais tout pour lui. Alors, j'ai dit, bon, ben, écoute, tu sais pas, je vais faire un effort de mon côté, mais toi, tu feras pareil. On va faire un essai. On a fait un essai, il a pleuré, vous savez. Il a pleuré, hein. Vraiment, ça lui faisait mal au cœur. Et moi aussi, j'ai pleuré, mais pas devant lui. Alors après la mort, je n'ai pas réfléchi encore à la vie que je pourrais avoir. Je n'y pense pas. Je meurs, je meurs. Mais je voudrais bien mourir, tranquille, sans souffrir, parce que j'ai 94 ans. Je ne me vois même pas retrouver mon mari. Comme vous savez, vous avez des personnes qui disent « vivement que je sois avec lui ». Je ne sais pas que je serai, j'en sais rien. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. À votre avis, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le pop art? Est-ce que quelqu'un peut me dire? On va prendre tout ce qui est imagerie de l'époque, ça veut dire les images de comics, des choses de tous les jours, des objets du quotidien, et on va les transformer, on va les prendre en photo et on va faire de la sérigraphie. C'est-à-dire qu'on va multiplier les images, comme une photocopie, mais en couleur. Pour l'anecdote, Warhol prenait une soupe Campbell tous les jours. Et il va reprendre l'idée de la soupe Campbell en sérigraphie. Warhol, comme Liechtenstein, ils vont utiliser des couleurs très vives pour dévoiler aussi le côté un peu comics. Donc il va prendre les grandes stars de l'époque. On a encore même certaines, une que vous allez tous reconnaître à mon avis. C'est qui? Ah ben non, c'est pas Madonna. Grande actrice américaine. C'est qui? C'est Marilyn Monroe, une des plus grandes stars de l'époque. Là, j'ai repris les extraits de films, de grands films américains, où il y a l'actrice. Là, un film d'Hitchcock. Là, est-ce que ça vous dit quelque chose, l'actrice? Ingrid? Oui, Ingrid Bergman. Il va s'inspirer du cinéma américain. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'iconographie du visage. Voilà, Judy Garland, qui chante Over the Rainbow. Voilà. Donc le film, c'est Le Magicien d'Oz. Très bien. Donc Magicien d'Oz, c'est donc l'histoire d'une petite fille où sa maison s'envole et elle se retrouve dans un monde avec des sorcières de l'Ouest, etc. Oui, Liz Taylor. Il y a une fan de cinéma. Hein. Donc je vous avais mis le fameux film hollywoodien de Cléopâtre, fameuse scène où Cléopâtre rentre dans Rome, où elle est, Liz Taylor est vraiment prestigieuse, hein. Quand même des films de péplum de l'époque d'Hollywood. Donc Warhol va se nourrir de tout ça et à partir de là va reprendre les images, les photos des stars. Je vous dis merci et puis on se revoit après les vacances maintenant.
Là, c'est Christian, mon ami le clown, dans ses délires. Tu mets dans ta manche? Voilà. Et toi? Liane. Là, je veux bien un élève. Là, je veux bien un autre élève. Madame le je veux bien un élève. Et je veux bien un autre élève. Ici aussi, je veux bien un élève. Clairement, le rôle de l'animatrice dans la structure, c'est ça, c'est d'apporter de la vie, du bien-être au quotidien, de faire en sorte que les résidents ne s'isolent pas. On met en place des ateliers intergénérationnels aussi avec des crèches, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées. J'entame cette année pour la deuxième fois un projet avec une classe d'art et d'histoire de la ville de Dreux. Où on va créer un jardin sensoriel, mais on va aussi, tout au long de l'année, mettre en place des ateliers. Actuellement, on est en train de parler de Andy Warhol, donc avec des petites conférences sur la vie de l'artiste, et un atelier qui consistera à faire des portraits des résidents façon pop art, comme Andy Warhol. Les personnes âgées m'apportent beaucoup. Notamment dans les échanges. C'est des vies qui sont complètement différentes des nôtres. Il y a un énorme fossé entre la vie que je mène actuellement et la vie qu'ils ont pu mener. Ça ramène un peu aussi de temps en temps les pieds sur terre. En fait, ce que j'essaie, moi, en tant qu'animatrice, c'est vraiment qu'il y ait un esprit convivial. Dès l'entrée dans l'établissement, c'est leur dernière résidence de vie. Donc vraiment, moi, ça m'apporte... c'est bête ce que je vais dire, mais ça m'apporte de leur apporter. Il y a des décès qui sont plus durs que d'autres parce qu'il y a vraiment un lien qui se crée avec un résident qui va venir à toutes les animations, qui va ressentir le besoin d'être avec moi aussi en individuel puisque j'ai de la demande. La distance entre les résidents et une animatrice, ça peut parfois être... malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément gérer. Être difficile, en tout cas pour moi, je ne parle pas au nom de tous les animateurs, hein. Mais ça fait partie du processus. Et puis après, ce qui peut me soulager, ça va être surtout le côté après coup de me dire j'ai donné tout ce que j'avais de bon à ces personnes-là pour qu'elles se sentent le mieux possible. Et elles sont parties, j'ai pas de regrets. De la menthe. Dans le verre. C'est bon, et Maëlle? Ouais. Allez, on y va. Vous voulez? Ok, c'est bon. Allez, vas-y. C'est bon? Merci beaucoup, merci pour votre bonne humeur, les enfants. On a un rôle de coéducation quand on travaille avec la jeunesse, mais l'accompagnement de fin de vie, tout le travail de bien-être qu'on va apporter, il a un sens différent, mais ils savent l'importance que l'animation peut avoir. On arrive en quelques semaines à leur faire entendre qu'ils sont là pour qu'on prenne soin d'eux. Il y a 3 animations par jour, tous les jours. Il y a kiné, infirmière, ergothérapeute, tout est mis en œuvre pour que leur fin de vie se passe au mieux. Donc oui, c'est un mouroir, si vous avez envie de me provoquer, mais c'est un mouroir au bon sens du terme. Oh bah hier, non? Ah si, vous êtes endormi hier. Alors hier, on a relu le livre du mois dernier. Voilà. Et donc c'est dans le cadre du projet Chrono Alzheimer. Je vous ai expliqué. Les enfants, est-ce que vous avez des grands-parents? Alors toi, tu m'as dit oui, c'est ton papy? C'est ta grand-mère? Et donc elle a la maladie d'Alzheimer? D'accord. Oh, t'as de la chance, c'est génial. On en a des arrière-mamies ici, hein. Maman. Ouais, Madame Demoulin, elle a 4 arrière-petits-enfants. C'est génial quand même. Oui.
Vous êtes arrière-grand-mère combien de fois, Ginette? Moi, je dis 2 fois arrière. 2 fois arrière-grand-mère. Un de 11 ans et puis l'autre de 7 ans. 11 ans et 7 ans. Donc, vous voyez, vous avez 9 ans. Toi, t'es tonton 5 fois? Félicitations. On a des personnes qui ont des troubles de la mémoire. Vous connaissez la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, c'est dans le cadre du projet qu'on est en train de faire, c'est qu'on a la mémoire qui s'abîme. Et on a du mal à retenir les choses. Alors on va se souvenir de certaines choses d'il y a longtemps, mais on ne va pas se souvenir de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou il y a 2 jours. C'est la mémoire au court terme qui s'abîme. Et puis, au stade très avancé de la maladie d'Alzheimer, on ne se souvient plus de rien. On en est loin hein, avant d'en arriver là quand même. Et donc ça s'appelle des troubles cognitifs. On n'entend pas bien, on n'est pas bien, on oublie. Voilà. Le temps s'en va, le temps s'enfuit, traçant derrière lui son sillage, où tout s'abîme, où rien ne surnage. Le temps qu'on croyait éternel, qu'on voulait pour la vie. Mon bel Adam au lumineux visage, je me souviens de toi. Te souviens-tu de moi? Peut-être viendras-tu me voir. Te rappelles-tu les bons moments? Quand nous nous promenions au jardin. Le temps vole si vite. Où sont nos espoirs? J'étincelais comme un astre à tes côtés. J'étais joyeuse et lumineuse, comme l'étoile de nos espoirs. J'étais joyeuse et lumineuse, comme l'étoile de nos espoirs. Nous n'avons pas préservé cette étoile, et nous ne nous promenons plus ensemble. Nos chemins se sont séparés. Et nous nous sommes perdus. Et moi, devant cette puissance cosmologique et mystérieuse, je me sens en paix. J'accepte l'amour. Peut-être est-ce l'ivresse des cimes. Les violonneurs d'Auvers et son bal du 3e âge. Vous n'irez plus au bal, madame la mariée. Vous chanterez tantôt les jeunes filles. Ce que disait la chanson était vrai chez nous à cette époque. La jeune épouse était astreinte dorénavant à d'impérieux devoirs. Il n'était pas bon de transiger. On pouvait faire ça encore longtemps,
Dans ces bonnes conditions. Oui, toujours la même santé. Mais j'attends la mort tous les jours. Naturellement. Ah ben, je suis pas coulé de 30 ans, j'ai 82 ans passés. Oui, ça fait un moment que je joue le violon. Marie-Jeanne, ma tante, ta vieillesse, tu la vivais toute seule dans ta grande maison. Et au fil du temps, tu ne voyais presque plus personne. Tu passais tes journées devant le poste de télévision. Tu as fait 2 bouffées délirantes, au cours desquelles tu te voyais dans ce fameux poste de télé. Des gens menaçants en voulaient à ton argent et à ta vie. Sur les conseils de ton docteur, afin d'éviter par la suite l'hôpital psychiatrique, nous t'avons fait rentrer dans une maison de retraite où, semble-t-il, tu as retrouvé le calme. Viens mon cher Franz, encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre, tu dois rentrer, ton mari est décédé. Viens mon cher Franz, encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après. 2005. Apprendre à danser. Entre autres, le tango. Que sont devenus ces couples que j'ai côtoyés pendant 3 ans, Alors, est-ce que vous pouvez me donner la date d'aujourd'hui? Le 8. Vendredi. 2024. Oui. C'est la journée de la femme. Il manque des informations. Exactement, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça que certains ce matin ont pu voir une vidéo sur le droit de la femme et l'évolution au cours de l'histoire. Sur cette belle parole, on va pouvoir s'y mettre au travail. Alors, comme toute séance, on s'échauffe les bras, la nuque. Alors maintenant, on va pencher la tête sur le côté, on va rapprocher l'oreille de l'épaule. Ah oui, on se penche en avant. Ça fait 16 ans que je travaille dans la maison de retraite. Et donc, je passe beaucoup de journées auprès des résidents et des personnes âgées, bien sûr. Donc, mon métier, c'est voir à mon niveau ce que je peux leur proposer en termes d'aide technique. Donc, ça passe par tout ce qui est d'aide à la marche, mais ça passe aussi par la mise en activité telle que la gymnastique douce et l'équilibre. Proposer des activités où ils vont pouvoir continuer à se mobiliser, ça va impacter sur la vie de tous les jours, sur la prévention des chutes aussi. On a beaucoup de résidents qui sont en fauteuil roulant ou qui utilisent une aide à la marche telle que les déambulateurs ou les cannes. Je les prends comme ils sont, il faut savoir se mettre à leur niveau. J'ai une résidente qui dit que si elle remarche, c'est grâce à moi. Parce que quand elle est arrivée ici, elle ne marchait plus. Elle avait très peur de la chute, elle était tombée plusieurs fois, elle n'osait plus. Je lui ai proposé un déambulateur, ce qui l'a rassurée, ce qui lui a permis de reprendre confiance en elle. Suite à ça, elle s'est mise à participer aux activités, à aller au restaurant de manière autonome avec son déambulateur, à accepter les sorties à l'extérieur, ce qui était plus possible.
La personne âgée, souvent, les capacités, elles vont, elles viennent. C'est un peu, rien n'est linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, ils vont aller mieux, ils vont pouvoir remarcher, refaire des activités, reprofiter de la vie sociale qui est proposée au sein de l'établissement. Puis d'autres moments où ils vont moins bien aller parce que les maladies, je dirais, saisonnières qui peuvent se présenter, qui fait qu'il y a un moins bien. Il y a des fois aussi le fait de repenser à leur vie, à certains deuils qu'ils ont eu, fait qu'ils sont dans un état un petit peu plus refermé. Et dans ces cas-là, les capacités, elles rebaissent. Le creux de la vague, si je puis dire, je suis là pour les écouter et puis voir ce qu'on peut proposer de manière différente. Donc après, moi, je les accompagne. Des fois, ils ont besoin qu'on vienne les chercher en chambre, qu'on les aide à justement faire la démarche de se déplacer, de se rendre au rez-de-chaussée, voilà, d'être soutenus. Et souvent, ils me le disent, ils me disent « Ah, c'est fatigant, mais je sais pourquoi je viens, ça me fait du bien. » Et voilà, quand je vois les visages s'éclairer pendant l'activité, ou même quand je leur propose une aide technique, ou quand j'interviens dans leur chambre pour les accompagner, je sens que ça leur fait du bien et qu'ils trouvent un intérêt à ma présence. Moi, je leur dis souvent, vous faites ce que vous pouvez. Vos douleurs, moi, je ne les ressens pas personnellement. Donc, c'est à vous de juger ce que vous êtes en mesure de faire. Voilà, j'essaye d'adapter les exercices pour qu'ils soient pas trop fatigants pour eux. Et comme je leur dis, je vais pas trop vous en demander, sinon je vous revois plus la fois d'après. Et c'est pas le but. L'adaptabilité surtout. Ça me paraît primordial dans mon métier, de savoir s'adapter et d'écouter. Le pressoir dans le temps, tout à fait. Dans l'autre sens, on tend les mains devant, on s'en va faire un tour de barque. On serre les poings et on rame. Et 1, 2, avec les deux mains, monsieur Léon. Ah, vous avez un souci de pantalon. Quittez-le, Donc on plie les genoux, on descend et on remonte. Comme les danseurs. Allez-y, madame Armand, c'est très bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Arrivé juste. C'était juste. Mais vous l'avez fait. Oui. C'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal à la jambe? La jambe droite? Oui. Les deux. Ah, les deux. Ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas marché avec moi. Là, il faut vous retourner pour vous rasseoir. Voilà. Voilà, prenez votre temps. Et parfait. Ça va? Ah oui. Très bien. Oui. Bravo. Il y a un changement de paradigme économique. Nous avons connu des générations qui mettaient de côté, qui étaient propriétaires de maisons et qui transmettaient. Aujourd'hui, la perte d'autonomie avec la charge financière que ça représente est en train de modifier ce paradigme. Donc véritablement, les notions de transmission peuvent devenir un sujet d'enjeu dans les familles. Il est clair que malheureusement, lorsque les personnes possèdent un appartement ou une maison, parfois il faut vendre pour pouvoir financer la prise en charge. Très simplement, l'État prend en charge la partie soins. Le résident prendra en charge le reste. Aujourd'hui, les médecins sont en sous-effectif. Beaucoup de médecins sont sur le point de partir en retraite du fait de leur âge. Les médecins qui restent sont débordés, ne se déplacent plus bien souvent. Donc la téléconsultation est un palliatif. Ce sont des outils qui permettent de réaliser des consultations à distance, mais c'est en présence d'une infirmière. Et ça peut être au chevet du malade, mais ça ne remplace pas systématiquement. Donc malheureusement, lorsqu'il y a un doute, on est obligé de faire appel au SAMU.
avec des infirmières, des aides-soignants, des gens qui sont en place, un médecin, connaissent les vicissitudes du métier depuis longtemps généralement. Donc, il y a un vrai sujet sur la détérioration très grave, très sévère, la considération de la manière dont on va finir. On était dans un schéma jusqu'il y a 30 ans. Terminement, ça se gère généralement en échangeant, en discutant beaucoup. Aujourd'hui, la mort, la vieillesse, notre rôle à nous, c'est de dire, et je ne cesse de le dire aux familles, vous sentez de la culpabilité, vous êtes humain, de vous aimer votre parent, donc vous vous sentez coupable de le faire comprendre à la famille que la personne... Et puis rêver, la jeune fille qui demandait: dites-moi, mamie, si j'aimerais. Et sa maman disait: que sera avec moi, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera qui vivra verra. Froufrou, froufrou, par son jupon, la femme froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit, surtout par son gentil froufrou. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme les petits oiseaux qui chantent. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Merci beaucoup. est venu chez toi et tu veux déjà partir pour trouver l'aventure qui n'en est plus fini. S'il y a du bruit dans ta vie, je sais que tu peux. La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Hey, dans tes Bonjour Monsieur Bertrand. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire. Oh là là là. Alors c'est pas tout pour vous, hein. Faudra m'en laisser, hein. Et puis on va trinquer ensemble, et pour ceux qui le veulent, ensuite il y aura peut-être encore une ou deux chansons si vous avez envie de rester après le goûter. À tout à l'heure. C'est magnifique, s'aimer d'amour à Paris pour toujours. C'est magnifique. Travailler en EHPAD, c'est vraiment mon choix personnel. J'ai toujours été attirée par le monde des personnes âgées depuis que je suis dans mes études et je me vois pas travailler pour le moment dans un autre service. Faut qu'on soit plus à l'écoute, faut qu'on essaye de prendre un peu plus le temps avec nos résidents parce que forcément ça peut arriver qu'ils aient besoin plus de temps que des personnes lambda dans un service hospitalier. D'avoir de la patience, un peu comme toutes les infirmières, mais c'est un peu plus poussé en EHPAD. Aujourd'hui, on est 2 par jour en tant qu'infirmière, aussi bien la semaine que le week-end. C'est une responsabilité étant donné qu'on n'a pas toujours des médecins sous la main. La vidéoconsultation, on travaille avec un chariot assez mobile qui peut se déplacer dans les chambres et on travaille avec des médecins qui sont en visio, qui peuvent être à l'autre bout de la France, mais qui, grâce au chariot et aux technologies qui sont dessus, peuvent nous faire un diagnostic, mais seulement quand les rendez-vous sont programmés. Après, en cas d'urgence, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un créneau.
Donc après, c'est à nous de voir si, en cas d'urgence, ça nécessite ou pas d'appeler le 15 ou si ça peut se traiter en interne directement et attendre la venue d'un médecin. Mais moi, personnellement, quand j'étais à l'école, on avait une dizaine de garçons dans ma promotion. Donc, il y a de plus en plus d'hommes et heureusement, c'est plus aussi féminin qu'à l'époque. Il n'y a plus que la femme qui soigne, il y a aussi des hommes maintenant. Et heureusement. Clairement, il y a une pénurie d'infirmières en France, hein. Moi, j'ai beaucoup de collègues de promotion, à peine diplômées, elles n'ont même pas exercé, qu'elles se sont déjà reconverties. Alors oui, on arrive à force de côtoyer la mort, comme on dit, à ressentir les choses et au vu de l'état clinique du résident, on arrive à savoir à peu près quand ça va arriver, mais après on n'est pas devin. Io pasesse pla profeto verso il fina ma piuttosto fin. Fallait pas être très prophète pour deviner ma triste fin. Donne-moi une cigarette. Serre-moi un pain verre de vin. Il faut découvrir les goûts des dernières fois et des derniers renoncements. Apprendre à penser la mort. À dire au revoir à ceux qu'on aime. Et malgré le chagrin, en faisant le pari de la joie. La mort. L'amour. J'exorcise l'amour pour qu'il me soit fidèle. Mais je sais que la mort seule tient sa promesse. Qu'il s'en aille ou qu'il vienne, et quel que soit son zèle, la mort, à tous les coups, lui grillera politesse. L'amour, l'amour. Est-ce que j'ai rencontré mes patients au cours de ce voyage? J'ai découvert des femmes et des hommes qui font désormais partie de ma vie. Mais je ne pense pas qu'ils puissent m'aider à la quitter. Je reste seul. Je sais que mon train viendra quand je lui ferai signe. Alors, qui me tiendra la main?
Bye bye. Maman, tu ne vas pas passer la nuit là-haut. Descends. Angèle est la mère de Francis. Elle avait grimpé à l'aube dans le pommier de la Saint-Jean et elle n'avait plus bougé de la journée. Personne ne savait pourquoi. Bof, bof, bof. 10 fois, son fils Francis l'avait menacé d'appeler les pompiers en tapant avec plein de simagrées sur le clavier de son téléphone portable. Allô, police! Il se passe quelque chose de très bizarre chez mon voisin. Alors, la police en miaulant s'annonce. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elle fait, la vieille, dans le pommier? C'est une folle dingue. La nuit était tombée, la lune exhibait sa face plate et ronde. 1h du matin, ça suffit, maman. Tu descends, tu as gagné. Jure-moi que tu n'as pas touché à mes plants de cannabis. Oui, je te le jure. Écoute-moi bien. Tu es vraiment une fouteuse de merde. Et en plus, une délinquante. On ne parle pas comme ça à sa mère. Mais putain, maman, tu es vraiment une dealeuse. Et avec tes conneries, on est mort. Ouais, c'est mes amis du club Zazen qui me le réclament. Un petit joint de temps en temps, c'est thérapeutique. Thank you.